afin d'éviter tout quiproquo au sujet de mon activité de recherche, au sujet de ce qu'est être ethnologue, je voudrais souligner en guise de préambule quelle est la démarche qui m'anime. L'ethnologue, vous en avez sûrement une idée générale, peut-être vague, sans doute imprécise, est par essence une personne de terrain, quelqu'un qui part à la rencontre d'un alter, d'un autre, qu'il soit d'ailleurs géographiquement proche ou lointain. La prise de contact entre l'observateur et l'observé devenant souvent en retour observateur lui-même de l'ethnologue, ne se fait pas par l'intermédiaire d'une grille de lecture préconstruite, ni par la mise en place de questionnements dans un cadre institutionnel avec des réponses à cocher. Cette rencontre implique un cheminement, tant terrestre qu'intellectuel. Il oblige l'ethnologue à se laisser porter par les personnes qu'il rencontre, qu'il aborde, entreprise ethnographique qui le mène petit à petit à dénicher l'implicite qui s'offre à sa vue. L'analyse des matériaux de terrain recueillis consiste ensuite, en tout cas c'est ma perception de ma discipline, c'est ainsi que je l'entrevois. L'analyse donc des matériaux de terrain consiste à en extraire ce que j'appellerais la substantifique moelle, à faire émerger l'insondable a priori, caché au-delà des mots, mais qui est pourtant présent dans les discours, dans les récits, dans les mythes, dans les sacrifices, dans les rites, dans les gestes de la vie quotidienne. L'immersion dans la culture observée, le temps accordé à la compréhension de cette dernière sont des éléments essentiels de ce que l'on nomme grossièrement une enquête de terrain. C'est ce qui généralement caractérise l'ethnologue. Car il s'agit, sans détour, d'une quête, mais une quête qui mène à quoi ? Je vais vous citer Maurice Godelier, grand ethnologue. Quelle propriété universelle de l'humanité cherchons-nous à découvrir ? S'interroge donc Maurice Godelier qui poursuit « C'est là que les choses se brouillent entre relativisme culturel et universalité de la façon d'exister des êtres humains. Car l'universalité ne peut être dans les réponses, mais dans les questions que les hommes se posent. Car toutes les cultures sont différentes, mais on peut montrer que toutes répondent de façon différente et originale aux mêmes questions. Ce ne sont pas les réponses qui sont universelles, ce sont les questions, souligne encore Maurice Godelier. Dans toute société, on tente effectivement de trouver réponse à des questions existentielles. Plus exactement, on formule des réponses qui permettent de structurer cette société et de donner sens aussi à sa vie en propre. Et ce ne sont pas tant les questionnements humains qui sont intéressants à étudier que les divergences de regards portées sur une même interrogation anthropologique. L'ethnologue concourt à faire connaître la multiplicité de ces regards dont l'analyse permet de développer de nouveaux concepts. C'est en somme sur l'incompréhension du monde que l'ethnologue, tout comme le philosophe d'ailleurs, tente de réfléchir. Et pour ce faire, il importe d'avoir un regard éloigné, de marquer la distance indispensable entre soi et l'observé, afin de saisir ce que ce dernier donne précisément à voir. Être ethnologue, ce n'est donc pas, à mes yeux, se transformer en l'autre. Au contraire. Tout cela pour dire que si je prête attention au chamanisme et à l'écriture secrète d'une minorité chinoise et que pour ce faire, j'étudie auprès d'un maître chaman, je ne suis pas chamane et je n'ai jamais eu l'intention de le devenir. Ce n'est pas l'expérience chamanique qui m'intéresse, c'est-à-dire que je n'ai aucunement l'intention de la vivre ou de me penser chamane, car cela est de l'ordre de l'intime, qui laisserait penser que l'autre pourrait se faire soi, que l'on voudrait ramener l'autre à soi, ou plus justement soi à l'autre. Ce qui m'intéresse, ce sont les discours qui portent sur une religion et sur les pratiques inhérentes à cette dernière. Voilà, ceci étant posé, je propose d'en venir à la thématique qui nous rassemble cet après-midi. Parler du chamanisme et de l'écriture secrète d'une minorité chinoise, c'est à la fois se référer à ces pratiques, je le disais à l'instant, et au cadre sociologique dans lequel ces dernières s'insèrent. C'est pourquoi ma conférence portera non seulement sur la religion, mais également sur les processus d'acculturation dont elle est l'objet. Deux temps seront donc à distinguer.
Alors j'espère que vous verrez bien sur cet écran que je trouve très éclairé. Est-ce que ce serait peut-être possible? Ça va? Alors soulignons pour commencer qu'en chinois, le mot culture se dit wenhua, terme composé de wen qui signifie ensemble de traits, caractère simple d'écriture, et de hua, dont le sens est transformation, ou encore le pouvoir civilisateur exercé à partir du centre par le tenant du pouvoir légitime. Le terme culture, dans son sens proprement chinois, souligne ainsi que l'écriture est associée à l'idée de transformation tout en étant liée à la sphère politique. À l'époque impériale, elle était bien donnée à voir à la fois comme la marque d'un pouvoir symbolique sur le monde et comme l'incessante consolidation de l'ordre en place. L'écriture est aussi ce qui permet aux diverses populations chinoises, qui ne parlent pas toutes la même langue, de communiquer. Autrement dit, elle est un facteur important et essentiel d'unification. C'est que l'unité nationale est la prérogative des instances dirigeantes du pays, et cela depuis les fondements de l'Empire, il y a plus de 2000 ans, par Qingshi Huangdi. Parce qu'elle n'est pareille à aucune autre, on évoque communément l'écriture chinoise en employant cette expression au singulier. En parlant de la sorte, on se réfère en réalité à l'écriture officielle, à l'écriture d'État et a fortiori à l'écriture des Han, les Han étant la population majoritaire au pouvoir. Or, on sait que cette écriture n'est pas la seule existante en Chine. D'autres populations du pays ont des écritures propres. À part les langues du groupe Han, 21 autres langues disposent d'une écriture propre. Compte tenu de l'importance politique accordée à l'écriture en Chine, je vous le disais à l'instant, les autorités s'y sont toujours intéressées. Et pour ma part, j'ai focalisé mon attention sur l'une d'entre elles, sur l'écriture des Yi. Ceux que l'on nomme ainsi, et qui sont près de 8 millions d'individus localisés dans le sud-ouest du pays, sont ceux-là même qui furent nommés Lolo jusque dans les années 1950. De langue tibéto-birmane, ils se divisent en différentes branches ethniques. Bien qu'elles aient vraisemblablement des origines communes et sans doute un passé politique unifié, ces branches sont dispersées, alors je ne sais pas si je peux montrer, donc ces branches sont dispersées entre la province du Sichuan ici, du Guizhou, du Guangxi et du Yunnan. Ces branches ne pensent pas appartenir à un seul et même clan. Elles parlent d'ailleurs des langues distinctes, on en compte plus de 40. Leurs écritures, qui ont la particularité d'être exclusivement rituelles et réservées à leurs chamans qui sont appelés bimo, sont également dissemblables. On distingue précisément 6 régions d'écriture Yi. Le gouvernement de Pékin, qui cherche à unifier le pays, doit faire face à cette hétérogénéité. Et pour y remédier, il vise à fédérer les langues Yi ainsi que leurs écritures chamaniques, lesquelles religieuses sont transformées en une seule et même écriture nationale, laïque, destinée non plus à communiquer avec les esprits, mais entre humains. J'y reviendrai évidemment. Ce faisant, les autorités ont pour but d'aboutir à la création d'une nationalité Yi, culturellement et linguistiquement unifiée, qui plus est passée sous leur tutelle. L'État chinois agit finalement de la même manière que le fit dans l'Antiquité le gouvernement impérial avec l'écriture chinoise. Il homogénéise en vue d'unifier et de gouverner. Je développerai tout cela plus précisément dans le deuxième temps de mon intervention. Revenons donc à l'écriture rituelle, à l'écriture chamanique. J'ai précisément étudié le chamanisme à écriture propre à une branche Yi du district de la Forêt de Pierre, Shelin, qui est un territoire localisé au sud-est de Kunming, Kunming étant la capitale provinciale du Yunnan. Cette petite localité, que vous voyez ici à l'extrême droite de la carte, ici, Shelin, cette petite localité de 2000 km² environ doit son nom à ce magnifique karst, lequel fait d'ailleurs sa renommée non seulement à l'échelle nationale, puisque les touristes chinois y sont très nombreux à venir le visiter, mais désormais à l'échelle internationale, puisqu'il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
À l'image du pays, cette région est majoritairement peuplée de Han. La branchie dont je vous parle est la plus importante en nombre des autres branchies de la localité, puisqu'il y a différentes branchies, et il compte environ 80 000 individus. Cette population se nomme dans sa propre langue Ni, le peuple Ni ou les Nipas. Chez les Nipas vécut le missionnaire Paul Vial de 1887 à 1917, année de sa mort. Et c'est en partant sur ses traces en 1998 que je les ai rencontrés à mon tour. Les Nipas vivent sur de hauts plateaux qui atteignent environ 2000 mètres d'altitude. Bien loin des mégalopoles chinoises, ils sont relativement pauvres et se satisfont de peu. Pour la plupart riziculteurs et éleveurs, ils vivent sur le mode d'une économie de subsistance. Leur société, qui compte quelques 300 villages, est segmentaire, c'est-à-dire que chaque village est un monde en petit qui se donne un ancêtre fondateur et qui accomplit ses propres rites communautaires, indépendamment les uns des autres. Dans le premier temps de mon intervention, je vais vous présenter la religion des Nipas et leur écriture rituelle. Écriture par laquelle le chamanisme des Nipas se démarque des autres formes de chamanisme et aussi des autres formes de religion qui s'appuient sur les textes. Il est ici question non pas d'une religion du livre, au sens où l'on emploie ordinairement cette expression, mais d'une religion de l'écrit. Je propose donc de lui consacrer une grande part du temps qui m'est imparti pour m'intéresser dans un second temps à ses relations avec les autorités chinoises qui utilisent pour gouverner les Nipas, je vous le disais tout à l'heure, leurs pratiques religieuses à des fins de gouvernement. J'aborde donc le premier point de mon intervention qui concerne cette écriture. J'ai travaillé aux côtés d'un chaman, le voici sur cette photo, qui est appelé Bimoli. Il m'a aidé à traduire ses manuscrits en chinois. Ses réflexions sur le contenu de ses livres m'ont permis d'accéder, dans une certaine mesure du moins, à l'univers des esprits et des bimos. Les bimos sont des exorcistes, des devins, qui ont en charge des rites domestiques, mais également des rites communautaires. Sur cette photo, vous voyez Bimoli en pleine séance de travail avec l'un de ses disciples et également avec l'un de ses frères, son frère aîné. Et c'était dans ce contexte-là que nous travaillions sur les textes rituels. Médiateurs entre le monde des hommes et celui des esprits, les bimos font le lien entre les villageois et les ancêtres fondateurs, en renouant annuellement l'alliance grâce aux invocations, grâce aux offrandes. Mais c'est aussi quotidiennement que les bimos ont des charges essentielles à la survie du groupe. Ils gèrent notamment les âmes des vivants et les âmes des morts. De par leur statut, les chamans sont sans cesse sollicités et ils sont très occupés. Ils doivent concilier travaux agricoles et séances rituelles. Les livres qu'ils utilisent pour mener à bien ces activités rituelles sont écrits en vers de 5 phonèmes. On distingue précisément les registres cultuels qui consignent et expliquent les éléments du rite, les textes descriptifs qui fixent l'action cultuelle et les textes récitatifs qui évoquent la cosmogonie et la mythologie des Nipas. L'écriture qui recouvre ces manuscrits et que les chamans lisent, pour mieux dire qu'ils mettent en voix, et j'y reviendrai, n'est nullement dogmatique. Elle assure la communication entre le monde des humains et celui des esprits. Elle compte environ 1200 caractères. Elle se lit de haut en bas. Je reviens sur la page précédente. Elle se lit de haut en bas et de gauche à droite. N'ayant pas d'alphabet, elle est syllabique. À un caractère est associée une seule prononciation, mais à un phonème peuvent correspondre plusieurs caractères, dont certains sont des idéogrammes. Si cette écriture est graphiquement différente de l'écriture chinoise, on pourrait presque dire qu'elle est par nature proche de l'écriture chinoise. En effet, de même que la calligraphie chinoise est pensée comme étant le prolongement du corps du calligraphe, le trait battant au rythme de ses veines, il constitue une cellule vivante, une unité de base d'un système de vie, écrit François Chung. L'écriture est, pour Bimoli, en rapport avec son corps également. Si les caractères d'écriture sont associés au sang et par extension au souffle du bimo, alors
porter, pour ne pas dire transporter son sang et ses souffles sur un manuscrit, transmettre aux signes et aux livres un peu de ces éléments vitaux, implique de s'intéresser au support de l'écrit. Les écrits étaient autrefois inscrits sur de la toile de chanvre, plus rarement sur des feuilles de soie. Aujourd'hui, ils sont portés sur des feuilles banales, des feuilles de papier industriel. Le manuscrit enroulé est encore parfois enveloppé d'une toile de chanvre. Un mythe raconte que le chanvre est la matière pérenne par excellence, celle qui se transmet, la matière transmissible. Le tissage du chanvre est d'ailleurs associé à la procréation dans la pensée des Nipas. Et symboliquement, cette activité féminine participe pleinement de la perpétuation de la communauté. De longues bandes de chanvre sont tissées du mois de novembre au mois d'avril, c'est-à-dire pendant la saison sèche, la période sèche, hivernale, période de l'année qui est associée au yin en Chine, par opposition au yang et qui est comparable à une grossesse. Au dire des Nipas, les rayures noires sur fond beige se réfèrent au dessin de la peau du tigre, animal emblématique s'il en est puisqu'il s'agit du dieu du sol, de leur divinité protectrice. En rapport avec le tigre et la procréation, et donc associée à la survie du clan, la toile de chanvre est utilisée par les femmes pour confectionner les gilets portés par les hommes. Vous en voyez ici. Bon, ici, je dois le préciser, ils sont plus de couleur blanche parce que c'est du coton. Maintenant, les femmes ont tendance à remplacer le chanvre par le coton. Quoi qu'il en soit, la perception symbolique demeure. Les bandes de chanvre ont également un pouvoir prophylactique, car elles guident les âmes errantes localisées entre deux mondes. En les empruntant, une âme égarée réintègre ainsi le corps d'un malade. Voici par exemple des bandes de tissu utilisées lors d'un rituel, un rituel qui consiste à rappeler les âmes. Pendant les funérailles, le tissu participe aussi au processus mortuaire, assurant la transformation d'un mort en ancêtre, car il permet au défunt d'accéder au monde des morts, puis à son âme de revenir parmi les vivants, afin d'incorporer la tablette des ancêtres. Par ses lectures, il accède au ciel, au monde des ancêtres, aux dieux, en bref, à toutes les entités qui peuplent le cosmos des Nipas. Et c'est à la seule condition de psalmodier ces textes rituels que le bimo entreprend les voyages chamaniques. Le terme bimo, qui signifie littéralement maître de la psalmodie, met bien en exergue l'importance du chant chamanique, gommant pour ainsi dire le fait que les bimos soient les seuls à maîtriser cette écriture rituelle si particulière. L'écriture des Nipas est une musique silencieuse qui attend d'être animée par le son de la clochette et par la voix et par le corps du chaman. En d'autres termes, l'écriture est fondamentalement liée à l'oralité et à la gestuelle du bimo. Tout rituel est chant dans ce contexte cultuel. Éteint sur papier, l'écrit s'anime effectivement grâce à la voix et au corps du bimo qui, accroupi comme vous le voyez sur cette photo, effectue par saccades un mouvement de va-et-vient constant, d'avant en arrière au rythme des phonèmes, au rythme des vers. En bref, la parole et le corps du bimo animent les caractères d'écriture qui resteraient sinon lettres mortes. La psalmodie de ces écrits, accompagnée de mouvements corporels, permet aux spécialistes religieux d'accomplir son odyssée cosmique. En investissant son corps dans la mise en voix d'écrits, lesquels sont précisément en résonance avec son sang et avec ses souffles, il accomplit le rituel. En réinsufflant vie au manuscrit, qui porte ses substances à l'état latent, il entreprend des voyages chamaniques et accède aux esprits. Par l'égrenage des mots chantés, il s'adresse à ces derniers qui prennent alors eux-mêmes voix. Par son chant, le bimo s'exprime et permet aux esprits de parler, de s'exprimer. En ce sens, les identités vocales du maître de la psalmodie sont multiples. Il est lui-même, mais presque paradoxalement, ponctuellement, il peut devenir aussi autre. Ce chant lui permet de sortir de son enveloppe corporelle. Le bimo, par exemple, dit chevaucher un destrier pour atteindre la strate supérieure du ciel. Tel un cerf, il va en tout lieu du territoire.
Les chamans disent également d'eux-mêmes qu'ils voyagent dans le cosmos en effectuant des rondes. Ils se comparent ainsi à des toupies ou encore à des sauterelles. C'est donc en prêtant son corps à l'écriture rituelle que le maître de la psalmodie transforme l'écriture en l'espace rituel dans lequel il lui est loisible de s'inscrire et de voyager. Afin de porter son chant jusqu'aux esprits, autrement dit de transmettre le message des textes aux esprits, ces psalmodies du livre rituel sont toujours accompagnées de sacrifices sanglants. C'est que le sang versé sur l'autel, comme vous le voyez ici, lit très explicitement l'écrit et la parole. En chantant son texte rituel, le chaman énonce en effet ce qui est proféré au même moment par l'animal immolé, mort auprès des hommes, certes, mais vivant et prolixe dans l'autre monde, auprès des esprits. Les écrits précisent que par son sang, qui se dit « se », et ses souffles « c'est », je n'ai pas indiqué ici l'accent, le souffle c'est « c'est », la victime sacrificielle s'empare du message contenu dans la psalmodie. Partant, ces essences vitales transportent ce qui est dicté par les caractères d'écriture « se ». Si l'on suit la métaphore, la psalmodie des caractères d'écriture « se » est véhiculée par le prolongement du circuit du « se » au travers du sang de l'animal versé sur l'autel. La parole du bimot, adressée aux esprits, passe donc par le fil conducteur « se » et les « se » de l'animal, en plus des « se » de l'écrit, participent de l'efficacité rituelle. Le sacrifice sanglant est finalement le chaînon manquant entre l'écrit et la parole. Rythmé par la clochette, le chaman fait référence au circuit du se, qui est tout à la fois le sang et les caractères d'écriture. Ainsi, le message contenu dans les récits parvient aux esprits. Et devenir bimo, c'est justement être capable de manipuler ces se. C'est conjointement être accompagné par 12 couples d'esprits acolytes, les esprits auxiliaires du chaman. Avant de parvenir à la maîtrise du chant chamanique et de l'action rituelle, et donc de manipuler les se que j'ai tenté de vous décrire à l'instant, un disciple apprend à lire sur les manuscrits de son maître bimo. Il accède alors à un savoir ésotérique. Il incorpore aussi une substance particulière, ces énergies vitales que les bimos de même lignée partagent. Et justement, il ne sera capable d'apprendre, qui se dit littéralement lire l'écrit, puis un peu plus tard de psalmodier, à la seule condition de faire partie d'une lignée de spécialistes. La charge est donc héréditaire et la transmission se fait le plus souvent en ligne paternelle, de père en fils ou de grand-père à petit-fils. La transmission de maître à disciple est un lent processus et je le qualifie de processus transsubstantiel. Cet adjectif est à entendre au sens méallopontien du terme. Il renvoie à la notion de chair, de corps vivant, et il décrit l'échange d'une substance à une autre. En exprimant son désir d'apprendre, le disciple est d'y manifester l'appel qu'il a reçu des esprits auxiliaires que vous voyez ici, appel auquel il répond en suivant un enseignement. En tout premier lieu, il apprend à lire sur les manuscrits de son maître. Il apprend donc à reconnaître les phonèmes par l'écoute, avant d'être capable de scander, de psalmodier. En s'exerçant de la sorte au déchiffrage, c'est un joli lapsus, des textes rituels, l'apprenti bimo assimile peu à peu les caractères d'écriture de son aîné, caractères d'écriture associables, je vous le rappelle, à des substances vitales qui imprègnent symboliquement, évidemment, le papier servant de support à sa lecture. La lecture, révélant la psalmodie, est en ce sens une élaboration de soi-même. Une telle profération, dans le sens d'un mouvement porté vers l'avant, se produit au moment où le disciple met pour la première fois en voix les manuscrits copiés par son maître à son attention. Elle peut également se manifester en amont. Cette prise de voix, qui est une prise de chant, induit que le maître décide de copier ses propres textes. Ces livres copiés portent des substances qui appartiennent au maître. Elles portent des caractères d'écriture tracés par le bimo enseignant, certes, mais le papier et le pinceau appartiennent à son élève.
Symbole d'un entre-deux, s'il en est, ils s'inscrivent dans la transmission. Ils forment, pour ainsi dire, un trait d'union entre les deux générations de chamans. Ils servent de fil conducteur à partir desquels s'établit l'échange substantiel de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, d'une génération à l'autre. La psalmodie proférée pour la première fois implique qu'un patient puisse demander à l'apprenti bimo d'accomplir un rituel qui sera pour lui initiatique, la psalmodie devant toujours être exécutée avec fidélité vis-à-vis du texte. Les offrandes faites par le patient fondent la croyance du chaman en son propre pouvoir, de même que la croyance de la communauté en ce pouvoir. Ces offrandes sont précisément données aux 12 couples d'esprits acolytes du bimo qui ont initié sa fonction, je vous rappelle, puisque le bimo est censé répondre à l'appel des esprits. Vous les voyez donc, ces esprits auxiliaires, ces esprits acolytes. Il s'agit des esprits de la psalmodie et des esprits du dragon. Le dragon étant une figure emblématique de la mythologie des Nipas, de la mythologie chinoise de façon générale, être à la fois cnonien et céleste, il est capable, au même titre que les chamans, d'accéder à des univers différents. Ce rite initiatique est donc aussi un rite d'alliance, en ce sens qu'il consacre la relation entre le chaman et ses esprits auxiliaires avec lesquels et grâce auxquels il s'est tourné vers l'apprentissage de l'écriture et officie, et psalmodie aussi pour la première fois. Qu'en est-il de l'ultime phase qui consiste à écrire ? Un bimo met ses propres textes par écrit lorsque son maître décède, car les livres de ce dernier, c'est-à-dire tous ceux écrits de sa main, vont alors disparaître. Ils sont en effet brûlés pour l'accompagner dans l'autre monde, là où il est dit poursuivre sa fonction chamanique. La copie permet de ne plus prêter voix à des essences corporelles désormais mortes. Au contraire, il est nécessaire de s'en détacher afin de les rendre à son propriétaire. Il est donc temps pour le chaman d'occuper la place laissée vacante en mettant à son tour sur papier les caractères d'écriture insufflés par lui-même. L'écriture, qui est lettre morte si elle n'est pas animée par la gestuelle et la voix du chaman, est activée et elle est en cours de reproduction au moment où le maître chaman décède donc. Copier un texte se dit littéralement caractère d'écriture, racine ou origine morcelée. Le manuscrit du disciple est explicitement un morceau, un fragment du livre originel de son maître, sans en être une reproduction à l'identique. Écrire son manuscrit, c'est en effet donner corps à ce qui a été longuement incorporé. Ainsi, le disciple reste certes en liaison avec son maître, en dupliquant certains passages de ses écrits, mais il ne s'en démarque pas moins. À partir du même thème, il joue sa propre partition rituelle. Certains signes écrits sont par exemple modifiés, un vers peut être déplacé. Les spécialistes proposent finalement des variantes tout en se conformant à un même patron. Ils doivent copier en personnalisant les écrits afin de les rendre efficaces, performatifs, pérennes. La transmission, qui est donc assurée par le copiage des livres du maître par le maître pour le futur bimo, avant de s'effectuer par le recopiage par l'apprenti pour lui-même, implique que l'enseignement des chamans bimo se fonde en premier lieu sur la mémoire auditive du disciple, puis en second lieu sur l'écriture. Le disciple devant d'abord graver les images dans sa mémoire et ensuite apprendre à copier et par là même à écrire. En d'autres termes, si l'on suit l'analogie, le disciple doit intégrer dans son propre corps le sang et les souffles de son aîné afin de transcrire son propre sang et de facto ses propres souffles sur le papier. La transsubstantiation, induite par la psalmodie, engendre une écriture altérée, c'est-à-dire qui est autre, consubstantielle avec le chaman qui la maîtrise. La transsubstantiation est nécessaire à la consubstantiation et vice-versa. Et une telle altération est performative. C'est que la religion des bimo n'est pas une religion du livre, on le disait tout à l'heure, et le texte n'est pas révéré ici. Mais c'est une religion de l'écrit, le texte ayant une dimension différentielle. En effet, il n'est pas considéré comme intouchable ce texte, mais au contraire comme modulable, modifiable. Ce sont les jeux de l'écriture parlée des bimo qui le rendent efficace.
Cette interdépendance de la parole, du son et de l'écriture dans les activités rituelles des bimos est manifeste dans un mythe mettant en scène un disciple, à l'origine muet, qui suit un apprentissage aux côtés d'un singe et d'une faisane. Alors je tiens à préciser que ce mythe n'est pas issu des Nipa, mais est issu d'une autre branche des Yi, du Sichuan. Mais je tiens à y faire référence parce que vous allez voir, je pense qu'il nous éclaire sur le rapport de l'oralité à l'écriture aussi sur le rapport de maître à disciple. Les deux animaux, donc le singe et la faisane, enseignent côte à côte. Le premier juché sur un arbre, maîtrisant la parole, que la seconde transcrit sur le sol. Au terme de son initiation, le disciple acquiert la parole. Il apprend donc à lire avant de parler. C'est précisément cet apprentissage qui lui donne la parole. L'initiation chamanique, telle qu'on peut l'observer dans la réalité, suppose qu'un disciple apprenne à lire l'écriture chamanique afin de pouvoir ensuite la psalmodier. Se pose donc ici le problème de la place du langage et de l'écrit. Dans le cas du disciple, l'écrit est premier, et c'est l'inverse pour ses maîtres, car le singe parle, il dicte des mots que la faisane fixe ensuite par écrit. Il apparaît que si la nature très différente des animaux et aussi la nature très différente de l'écriture et de la parole est soulignée précisément par leur association respective à des animaux de race forte éloignée, l'écriture n'en est pas moins le double de la langue parlée. Et toutes deux renvoient à deux moitiés sexuées aussi. Le singe dicte ce que la faisane transcrit sur le sol. Par ailleurs, la parole est associée au ciel. Le singe est perché sur un arbre et l'écriture à la terre. La faisane trace des caractères sur le sol. Toutes deux prennent naissance dans une nature sauvage. Elles ont précisément pour origine la bouche d'un singe et le bec d'une faisane. Deux paires d'oppositions donc qui renvoient l'une à l'autre émergent ici. L'oralité se réfère au ciel et au masculin, tandis que l'écriture est associée à la terre et au féminin. Finalement, l'écriture et l'oralité sont deux moitiés complémentaires, elles ne font qu'un. Elles prennent vie en miroir l'une de l'autre. Au regard de la mythologie, l'écriture serait donc le double de la parole, mais que nous donne à voir la réalité lorsque l'on est sur le terrain et que l'on observe les bimos dans la pratique. Des différences notables existent entre la langue vernaculaire des Nipa et la psalmodie du bimo. L'écriture n'est pas le double de la langue communément parlée et en aucun cas son décalque. Elle présente dès lors une certaine autonomie par rapport à elle. Les formes de versification, les métaphores et allégories, la troncature de mots qui permettent de réduire les vers à 5 pieds, rendent le chant du chaman inintelligible par le commun des mortels. Ce chant est précisément qualifié de parole secrète. Le caractère ésotérique du parler chamanique est donc souligné à travers un mot particulier qui est le mot ka. Expression fort difficile à traduire, en effet elle recèle à la fois l'idée de secret et celle d'indistinction, de confusion, ramenant cette forme verbale vers le registre du non commun, du non compréhensible par les non-initiés. D'ailleurs, les non-initiés en question rapprochent le chant chamanique du miaulement d'un chat. C'est que, identifié à l'essence du bimo, à son sang associé à ses souffles, l'écriture est réservée donc à des initiés et n'est compréhensible que par eux. Elle demeure dans la sphère chamanique uniquement. Les maîtres de la psalmodie emploient des termes rituels qu'eux et les esprits sont seuls à comprendre et qui ne sont jamais employés en dehors du contexte rituel. Ils cultivent dès lors une relation exclusive avec les dieux, auxquels ils s'adressent directement par l'intermédiaire de ces mots efficaces. Par exemple, on ne dit pas « ve » mais « ne » pour distinguer respectivement le porc, animal domestique, du porc, animal sacrificiel. Dans certains passages des textes rituels, le mot porc est toutefois écrit en langue vernaculaire, afin de le rendre également compréhensible aux participants. Vous voyez là la double dimension du texte chamanique, toujours dans un intermédiaire, comme le chaman. On est à la fois dans le monde du commun et à la fois dans le monde des dieux. Revenons au mythe évoqué plus haut qui concerne le disciple initié à l'écriture et à la parole rituelle par un singe et une faisane. L'histoire, telle qu'elle fut rapportée en français uniquement
par Chin Choyang en 1935, souligne que l'apprenti allait secrètement, tel est le mot employé par Yang, suivre l'enseignement des deux animaux. Et qu'en voyant son secret découvert, encore une fois l'expression est de Yang, par le seigneur local, il se mit soudain à parler et à conjurer ce dernier de le laisser poursuivre son apprentissage. Mais il était déjà trop tard, le singe et la faisane, effrayés, s'enfuirent. On voit donc là que le secret est divulgué par la présence du seigneur local. Et si le secret qui consiste à suivre un enseignement est divulgué et révèle la parole, le contenu de l'apprentissage n'est quant à lui aucunement dévoilé et demeure secret. C'est l'apprentissage qui est en fait divulgué, mais pas le contenu de cet apprentissage. Dans la forêt, loin de la société, l'initiation est donc surprise. Le disciple est pris sur le vif de son apprentissage, sa parole émerge alors, tandis que l'écriture et la parole des maîtres animaux s'évaporent. Ces derniers disparaissent, mais leur transmission est établie. Le disciple parle sans pour autant trahir le secret, lequel devient un élément social. Le disciple peut dorénavant communiquer verbalement et quitter la forêt pour enseigner. Dès lors, le secret se cache et s'affiche dans le même temps. Le transmettre ne signifie pas le dire, mais est un rappel du devoir de le taire. Le disciple, muet, acquiert la parole et doit donc apprendre à se taire, tout en ayant le pouvoir de faire part de ce secret à un disciple. Le secret, inhérent aux pratiques textuelles des maîtres de la psalmodie, s'avère donc associé à la divulgation. Inscrit dans la graphie, il est mis en avant par le biais de la parole rituelle, sans pour autant rien dévoiler de son contenu. Voilà, rapidement dressé ce que je tenais à vous dire à propos du chamanisme à écriture. Et maintenant, je vais aborder, je n'ai pas fini ma communication, je voudrais aborder le deuxième temps de mon intervention qui sera beaucoup plus court. Et il a trait au chamanisme en rapport avec l'appareil d'État chinois. Les instances de Pékin ont créé une écriture yi, une écriture nationale commune aux différentes branches. Pour ce faire, elles ont apparié différents caractères d'écriture bimo, issus de différentes branches yi. Vous imaginez différentes écritures rituelles transformées en une écriture nationale. Et surtout à Paris, alors qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Cette nouvelle écriture est désormais enseignée à l'école, aux enfants yi en particulier du Yunnan, en plus de l'écriture chinoise. Ainsi donc, les collégiens, les enfants yi, apprennent à l'école une écriture artificielle, créée à partir du répertoire des initiés auquel ils n'ont traditionnellement pas droit, puisqu'il est secret, et que leurs ancêtres n'ont de toute façon jamais employé tel quel, puisqu'il s'agit d'une création, et qui sont donc a priori incapables de lire. Le but est de généraliser l'usage de cette écriture nationale de communication à tous les yi, afin de former une ethnie unifiée qui parlerait la même langue. En laïcisant l'écriture rituelle et secrète des bimo, les instances dirigeantes visent aussi, évidemment, à éradiquer le pouvoir des chamans. En fait, un faible nombre d'enfants a accès à cet apprentissage, car en dépit de la législation chinoise qui oblige les parents à scolariser leurs enfants jusqu'à la dernière année du collège, la plupart d'entre eux quittent l'école à l'âge de 12 ans. Et pour ceux qui poursuivent leurs études, le yi n'a de toute évidence pas pour fonction de les aider à maîtriser le chinois, puisqu'il a peu de choses en commun avec leur langue maternelle, il a peu de chance aussi de les aider à apprendre la langue, puisque ça n'a absolument rien à voir aussi avec l'écriture chinoise. De surcroît, les enfants apprennent le mandarin dès l'âge de 7 ans. Et à leur entrée au collège, ils le parlent donc couramment. Le but de l'enseignement yi, du yi officiel en tout cas, n'est finalement pas ici de promouvoir l'éducation des jeunes, pour les aider à apprendre le chinois par exemple, mais plutôt de les initier à une écriture et à une langue qui permettrait aux yi de communiquer. L'ambition des autorités est de faire des adolescents des yi et non plus des nipas, c'est-à-dire de les priver de leurs particularités ethniques et locales. Alors qu'en est-il du point de vue des chamans sur cette entreprise de nationalisation? Eh bien, elle est assez révélatrice de ce que les bimo considèrent être leur écriture. Pour eux, en effet, enfin là je spécifie bien que je parle des bimo du Yunnan, des bimo des nipas. Pour eux, en effet, l'écriture yi officielle n'a pas d'efficacité rituelle, car elle est inculquée par des professeurs qui n'appartiennent pas
à des lignages d'initiés. À leurs yeux, ces enseignants ne détiennent pas la quintessence même du pouvoir des chamans qui transmettent, de maître à disciple, leur caractère d'écriture associé à leur substance corporelle. De plus, cette écriture nationale est le fruit d'une construction intellectuelle de linguistes et aussi de la fusion de différentes écritures, ce qui explique qu'en fin de compte, les chamans des Nipas ne se sentent pas concurrencés par cet enseignement de l'écriture yi aux enfants, ils semblent même peu s'en préoccuper. Malgré tout, le processus de déstructuration est en cours. Les instances dirigeantes sont sur tous les fronts. Non seulement elles imposent aux enfants yi d'apprendre à l'école une écriture créée de toutes pièces et qui serait commune aux différentes branches yi, non seulement donc elles laïcisent une écriture d'origine chamanique, mais à une échelle plus locale, elles promeuvent en outre, et on pourrait croire presque paradoxalement, l'écriture chamanique. Les autorités imposent ainsi aux bimos des Nipas, lors d'un grand rassemblement annuel officiel, de lire les mêmes textes rituels conçus par l'État. Il s'agit de l'officialisation d'un culte chamanique, le plus important évidemment des Nipas, la fête des récoltes, et conjointement de l'officialisation de son texte rituel correspondant. D'ordinaire, la fête des récoltes est célébrée à l'automne, dans chaque village, par le chef autochtone, aux côtés d'un chaman de son choix qui psalmodie à cette occasion un manuscrit particulier réservé à cette célébration. D'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain livre qui paraîtra donc au mois d'avril, les versets chamaniques. Parce qu'il s'agit là d'un culte territorial et donc politique, les autorités l'ont standardisé. Chaque année, je vous le disais, elles organisent un grand rite d'État auquel les chamans acceptent d'ailleurs d'officier tous ensemble. Un bus les mène jusqu'à la scène rituelle mise en place par les instances dirigeantes au sommet de la plus haute montagne du district, qui est aussi, pour les Nipas, le lieu d'origine de leurs ancêtres. En 1999, lorsque ce rituel officiel fut organisé pour la première fois, les bimos furent littéralement assaillis par les photographes de grandes chaînes de télévision nationales et par de nombreux journalistes. Depuis lors, chaque année, les chamans psalmodient en chœur un livre officiel. Ce livre est photocopié et il mêle tout à la fois écriture chinoise et écriture rituelle des bimos, ce qui est évidemment inconcevable d'ordinaire pour la tradition des maîtres de la psalmodie. Ce livre fut réalisé par un chaman particulier, que je qualifie d'officiel. Voici le personnage en question, c'est le chef d'orchestre de cette nouvelle mise en scène rituelle. Il est mandaté et placé à la tête des bimos par le pouvoir central. Il est précisément salarié de l'État. Le texte officiel est composé de passages issus de manuscrits appartenant à des bimos différents. Par conséquent, non seulement ce livre n'est pas un manuscrit puisqu'il est photocopié, non seulement il ne contient donc pas les substances propres aux chamans, c'est-à-dire le sang et les souffles dont je parlais tout à l'heure, mais qui plus est, il n'est pas issu d'une même lignée de chamans. Le processus de transmission de l'écrit a donc totalement été dévoyé. Le livre officiel n'a pas d'attache locale, il n'a pas d'attache territoriale ni lignagère, et il ne contient pas de substance vivante. Si l'on peut s'interroger par conséquent sur la performativité d'un tel écrit, sur son efficacité, vidé de sa substance physique moelle, pourrait-on dire, il n'y a plus le seul qui apparaît. Si l'on peut également s'interroger sur l'efficacité du sacrifice sanglant accompli lors de ce culte officiel, puisque le message porté par le sang peut difficilement être transmis aux esprits à partir d'un texte photocopié, il y a néanmoins bien efficacité politique par le biais de ce texte, car en le lisant, les maîtres de la psalmodie sont désormais en étroite relation avec Pékin et non plus uniquement avec le pouvoir local du chef territorial. La société chamanique, qui se réfère à une chefferie autochtone, tente à se transformer en une société chamanique fédérale, homogène, placée sous la tutelle du gouvernement communiste. Vous voyez donc, l'État chinois s'empare de l'écriture chamanique à des fins de gouvernement, pour mieux contrôler les Nipas et créer une nationalité yi unifiée. Que dire alors de la collaboration des bimos à cette entreprise ? En fait, en se prêtant au jeu des grandes parades communistes,
ils négocient leur ethnicité. D'un côté, ils acquièrent une certaine reconnaissance. Il faut quand même rappeler que pendant la Révolution culturelle, les Bimos ont pour certains été tués, leurs pratiques ont été interdites, leurs livres ont été brûlés. Donc vous voyez l'énorme bond, si je puis me permettre, sans faire de vilain jeu de mots. D'un côté, donc, les chamans acquièrent une certaine reconnaissance et du prestige en se ralliant au gouvernement de Pékin. Vous voyez, ils sont photographiés, ils sont filmés, ils sont interviewés, ils sont devant de la scène. Et d'un autre côté, les Bimos demeurent liés aux chefs villageois en célébrant le culte d'automne au sein de leur village, où ils continuent de psalmodier leurs propres manuscrits. Ils jouent donc sur les deux tableaux. Et en ce sens, le chamanisme à écriture se trouve institutionnalisé à des fins de subversion politique, certes, mais aussi d'affirmation identitaire. Il est devenu le support de la négociation entre l'ethnie et le pouvoir dominant. Bimoli, par exemple, a participé à ce rituel officiel et aujourd'hui, il pratique les rites domestiques dans son village et pratique notamment les rites communautaires sans aucun problème. Voilà, merci de votre attention.